tombe dans le piège de répondre aux abrutis, ça tout le monde le sait depuis des années que je le fais. Alors surtout à l'époque actuelle, te dire que t'es intouchable, c'est une énorme erreur, quoi. Quand tu vois ce qui nous est arrivé en 2019, pour nous, nos analyses, la façon qu'on a de voir le foot, si on se tient pas au courant de comment les jeunes le voient, le foot, le management à l'affect comme le font les Qataris, c'est une catastrophe. Ça donne ce que ça a donné avec Mbappé. Oui. Si t'es qui toi pour dire du mal, genre il a raté sa frappe ou il a fait un sale match et tout. Alors t'es qui toi pour la frappe fantastique, le but de la lucarne, c'est une action magique. C'est un sport en fait qui rassemble tellement d'intérêts que forcément il génère énormément de violence. Sur Insta, il est venu me pourrir machin et tout. Le mec peut-être il s'attendait à ce que je réponde pas. Ouais. Ou je l'ai envoyé se faire foutre. Elle est où la limite entre le commentaire, l'opinion et le spectacle? Après, il est évident que le climat social en France et l'insécurité qui règne dans le pays fait que pour que ça se passe bien, les services de police, il va falloir leur filer des primes. Ils se disent, il se passe quoi là? L'autre, il a une écharpe et on arrête là. Il a bobo au pied. Est-ce que comme dans tout corps de métier, un commentateur, un journaliste d'opinion, il va avoir une date de péremption? Ou comment tu fais pour rester dans le coup? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass en compagnie d'un invité que je suis ravi de vous présenter. Aujourd'hui, c'est une figure incontournable du journalisme sportif, mais pas seulement, qu'on reçoit aujourd'hui, monsieur Daniel Riolo. Salut Daniel, comment vas-tu? Salut, ça va bien. Et avant de démarrer cet entretien, quelques remerciements. Vous les connaissez, Sub de Pub, l'école des communicants et des talents créatifs de demain et notre partenaire Oco, eux aussi vous les connaissez, les gourdes filtrantes qui purifient et rendent potable toutes les eaux. Toutes les informations vont s'afficher ici. On est trop heureux de te recevoir. Pour l'anecdote, quand j'ai annoncé ta masterclass, j'ai eu des réactions dans tous les sens. Et je me dis, mais en fait, il est hyper populaire. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu te rends compte de l'impact que tu as sur le grand public comme ça? Non, je sais pas comment on se rend compte de ça. Je sais pas si c'est quoi en fait, c'est quand tu sors, je sais pas, tu vas dans un centre commercial, tu te balades dans la rue, est-ce qu'on t'interpelle? Par exemple, ça arrive souvent? Ouais, ça ok, très bien, mais de là à ce que tu prennes la mesure de ce que ça peut représenter, non. D'accord. Je sais pas, d'autant qu'en plus aujourd'hui, comme quasiment le premier rapport que tu vas avoir le public en dehors de quand tu es à l'antenne, mais quand tu es à l'antenne, nous, on a des auditeurs qui nous téléphonent, souvent ce sont des gens qu'on peut appeler de la famille parce qu'ils ont l'habitude d'appeler, on se connaît. Par ailleurs, le contact que tu peux avoir le public, et je vais presque dire malheureusement, c'est souvent par les réseaux sociaux. Et comme sur les réseaux sociaux, très souvent, les algorithmes font en sorte que tu reçoives le négatif, pourquoi ça suscite des réactions et que ça entraîne un effet boule de neige de merde. Souvent, tu as même plutôt l'impression, d'ailleurs trop de gens tombent dans ce piège-là, que tu es vu négativement, que en fait tu n'es pas populaire dans le bon sens du terme. Ça, comme je le sais, je tombe dans le piège de répondre aux abrutis, ça tout le monde le sait depuis des années que je le fais, et que je tombe dans le piège. Mais tu sais, les gens qui tombent dans le piège et qui sont contents de me dire ah super, je suis dans le piège, allez vas-y débat-toi et tout, fais le con. Et bon, j'ai un peu une tendance malheureuse à trop vouloir faire le con. Bref, voilà. Mais sinon, non, je sais pas comment on mesure ce genre de choses. Tu vois, je suis pas encore dans le classement des Français préférés des Français, tu vois. J'en sais rien. Nous, on sait juste que l'émission elle marche, mais que je suis pas tout seul, que je suis marié à Gilbert depuis quasiment 18 ans maintenant, et qu'il y a toute une bande derrière, qu'il y a toute une équipe, que nous on soit à l'origine du truc à la base, ok. Mais maintenant depuis, il y a une telle équipe qui s'est développée avec nous. On a Je pourrais même pas te dire combien de gens travaillent avec nous sur l'émission aujourd'hui, mais ils sont nombreux, que ce soit des producteurs, aux pigistes, aux journalistes, aux reporters dont on parle jamais, mais qui finalement travaillent, avec qui on échange des informations, que nous on répercute à l'antenne ensuite. Donc c'est devenu une immense famille, l'After maintenant. Ce que tu nous dis, c'est que toi, tu es l'incarnation, un peu une des figures de proue d'une émission qui en fait repose sur un travail que nous on peut pas faire de fausse modestie et ne pas dire ok, avec Gilbert on a créé le truc, on est là depuis le début, on tient à cette émission parce que c'est nous finalement, parce qu'on adore la faire et parce qu'on a l'impression d'avoir eu un petit enfant qu'on a fait grandir et puis qui est presque à la majorité maintenant, puisqu'on sera bientôt dans la 18e année, mais effectivement je sais pas de quelle façon. En plus, on se pose même pas la question comment ça aurait grandi si on n'avait pas été avec des gens. D'abord, on a été tout le temps soutenu par nos boss parce que on en a quand même.
Même si aujourd'hui on a l'impression qu'on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Mais si on fait ce qu'on veut, c'est parce qu'on est soutenu. Tu sais, c'est comme un entraîneur ou un joueur. Le joueur a besoin de l'entraîneur des dirigeants pour être soutenu. Et c'est tout un travail d'équipe comme ça. Donc nous, on est les gens qu'on voit. Il y a ceux qu'on voit pas, mais après, on ne peut pas on va pas exagérer la fausse modestie. Oui, c'est nous aussi qui avons porté cette émission depuis le début. C'est notre ton, nos idées, nos caractères, nos connaissances. C'est ça qui a fait. Mais tous les jours, on est avec toute une bande de gens qui sont devenus des amis, quoi. Et c'est sympa de leur rendre hommage. Ton personnage, il s'est construit au fur et à mesure des années et je voulais absolument te recevoir aussi pour ça, parce que ton parcours, je trouve très inspirant. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas écrit d'avance que tu allais un jour exploser comme ça et représenter quelque chose pour les Français. Toi, tu es né... Moi, quand j'avais 10 ans, je pensais. Hein. Tu pensais déjà? Je pensais que moi j'avais envie d'être journaliste dans le sport. Donc moi après tu regardes les mecs à la télé, tu te dis moi je veux faire ça. Et donc il y a pas de gens dans les médias autour de toi. Non, tu découvres le foot à 6 ans et ce que tu nous dis c'est qu'à 10 ans tu voulais ça y est faire ce métier-là. Je crois que mon premier abonnement à 11 le magazine oui ça existe encore mais c'est 11 mondial maintenant. Mon premier abonnement je dois avoir 9 ans. D'accord. Donc oui, je lis, je suis déjà à fond dedans. Et après, en grandissant, oui, évidemment, je regarde la télé. Donc je regarde les mecs qui commentent le foot. Il y a très peu d'émissions à l'époque, mais il y en a quand même un petit peu. Et oui, j'ai envie de faire ça, oui. Est-ce que ce qui t'intéresse à l'époque, c'est le commentaire de match ou l'analyse derrière? Est-ce que tu penses déjà à ça? Non, je pense que je veux commenter parce que de toute façon, il n'y a pas d'émission. Ouais, c'est ça. Il y a très peu d'émissions. Il y a des émissions qui montrent des images, mais il n'y a pas de on en parle. Donc moi, quand je joue avec mes petites figurines, avec mes petits bonhommes, je commente les matchs à voix haute. Donc c'est le commentaire. Ce qui est d'ailleurs bizarre parce que par la suite, c'est vraiment pas un truc qui m'a fasciné, quoi. C'est pas un truc que j'ai beaucoup aimé, à part sur les gros matchs où j'avais envie de m'emballer, tout ça, mais c'est pas un truc qui m'a. Je voyais que l'analyse de foot, elle existait en Italie où j'allais beaucoup. Je regardais comment ça se passait, les médias, je voyais que c'était un petit peu différent par rapport à ce qu'on faisait nous ici. Donc très vite, c'est plus ça. C'était plus de parler de foot. Parce que finalement, c'était très étonnant qu'il n'y en ait pas des émissions comme ça en France, parce qu'après tout, parler de foot, c'est ce que font les gens, quoi. C'est clair. La plupart du temps, quand ils sont passionnés, quand ils vont, quand ils se retrouvent à l'école, quand ils sont gamins, quand ils sont plus grands au café ou entre potes et tout, parler de foot, c'est quelque chose d'assez banal. Après, que tu le développes par des connaissances, que tu fasses du journalisme de ça, puisque le fait de donner un avis, d'éditorialiser une émission ou d'être dans l'opinion, c'est également du journalisme. Est-ce que tu avais des inspirations malgré tout? Je pense à peut-être Sacco Mano ou des gens qui ont commencé à populariser ce métier-là. Pas vraiment dans le sport, en fait. Pas vraiment dans le sport. C'était plus... j'ai été passionné par les émissions de débat. Ok, donc déjà, d'accord. Donc, un type comme Jean-François Kahn, j'adorais, journaliste, parce qu'en fait, le foot, oui, c'était ma passion, mais j'adorais toutes les émissions politiques, tout ça. Donc, Jean-François Kahn, Philippe Tesson, j'adorais ce genre de journalistes-là. Et eux, m'ont beaucoup inspiré. Après, dans le sport, il y a plein de types que j'aimais beaucoup regarder à la télé. J'avais pas de problème avec ça, oui, mais comme il n'y avait pas ce genre d'émission-là, nous, très vite, quand on a commencé... on s'est connus assez tôt avec Gilbert, on se disait, on rêvait d'une émission comme ça. On a mis beaucoup de temps à ce que ça aboutisse, mais c'est quelque chose qui me plaisait. Après, Sacco Mano, il a fait, on refait le match. Ouais. Il s'était inspiré d'une émission en Italie que moi je connaissais bien. Et ça m'a... moi j'étais un peu jeune, donc je me dis, ah putain, tiens, il l'a fait. C'est le truc que moi j'avais envie depuis longtemps et tout. Donc quand il m'y a fait venir la première fois et qu'ensuite j'ai dû y aller, je sais plus exactement peut-être une dizaine de fois. Ouais. J'étais super content d'y aller. Okay. J'étais super content d'y aller parce qu'en plus, j'avais forcément du respect pour les aînés et ceux qui étaient là, même si j'étais pas toujours d'accord avec eux. Mais t'avais déjà ton chemin en tête. T'as fait des études de droit. Ouais. Et puis après, t'es devenu journaliste. C'est les aléas d'un parcours parfois un peu compliqué où t'abandonnes l'idée d'être journaliste parce qu'on te dit qu'il n'y a pas de débouché, que t'arriveras à rien. Donc tu fais dans le classique. Le classique, c'est vrai que c'est le droit. Le droit, je l'ai terminé, mais je me suis dit c'est vraiment pas pour toi. Donc je suis revenu en arrière. Okay. Donc il y a pas mal de. Et c'est dans le milieu du cinéma d'ailleurs au début que t'évolues. Parce que c'est là où il y avait de la place. Voilà, c'est surtout là où quand je suis rentré en stage et qu'on m'a dit tiens là tu peux bosser là.
Voilà, et puis comme j'adorais ça aussi, j'étais content de faire ça. D'accord. J'étais content de faire ça. Enfin, c'est surtout que quand j'ai commencé, je savais surtout rien faire. Ok. À part parler, je savais pas faire grand chose en fait. Mais ce qui est déjà hyper important. Oui, Parler, le côté culot, le côté y aller. Ouais. Et tout. Mais encore aujourd'hui, tu sais, hein, quand tu vois des stagiaires qui arrivent chez nous, quand tu vois des jeunes, finalement, ceux qui se font remarquer, c'est ceux soit qui ont des connaissances, qu'on les réveillés, qui s'intéressent aux choses, qui ont envie d'apprendre. C'est toujours un petit peu la même chose, quoi. Et même moi, c'était un peu pareil. Quand on m'a dit tu sais faire ça, j'ai dit oui, je sais faire ça, même si c'était pas vrai. Je me suis lancé pour essayer de le faire. C'était pas terrible, mais j'ai essayé, voilà. Ouais, c'est un métier où il peut y avoir un peu d'embrouille aussi parfois au départ. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, je pense que le culot et la capacité à se former en direct sur le terrain, elle est hyper importante. Ça t'a un peu accompagné, ça, du coup? Oui, bah, j'étais obligé parce que j'avais pris beaucoup de retard. Quand même, D'accord. 10 mois. Ouais. Okay. Bah, je suis resté tard. Hein, mais heureusement que mes parents sont formidables et m'ont pas mis dehors. Hein. Ok. Parce que quand même, les débuts ont été compliqués. Hein. Ça, c'est passionnant. Tu as commenté d'autres sports. Il y a eu le tennis et bien d'autres. Et toi, tu savais que c'était absolument dans le foot que tu voulais évoluer? Ça aurait pu être autre chose. C'est les opportunités qui t'ont amené au foot ou Pas forcément. Que le foot soit ma matière, que je savais que c'était là, que si on me donnait l'opportunité, j'allais arriver parce que je pense que j'en savais beaucoup plus que beaucoup. Ouais. Et parce que j'avais tellement emmagasiné de choses. Le nombre de fois où entre 20 et 30 ans, je me disais, putain, mais ton cerveau, ça fait chier parce qu'il y a trop de trucs inutiles dedans en rapport au foot. Tu penses tout le temps à ça, tu sais ci, tu sais ça, tu pourrais citer tous les trucs et je trouvais toujours que c'était inutile. Je disais, putain, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Tu t'en sers pas, c'est nul. Arrête de te souvenir de machin, arrête de penser. Bon, finalement, avec le temps, ça m'a servi après, quoi. Non, mais je m'en foutais, moi, de journaliste. Si ça avait été politique, cinéma. D'accord. Car moi, quand à Sport FM, la place s'est libérée au tennis et qu'on m'a dit t'aimes ça, ouais, on va te tester sur un tournoi, génial. Moi, le tennis, j'adorais ça. Et qu'on m'a dit, bon, est-ce que ça te dit, on devait être en octobre ou novembre, on m'a dit, bon, peut-être mi-janvier, va peut-être falloir aller en Australie pour l'Open d'Australie. Alors, comment tu l'apprends, cette info? J'étais là, attendez, j'étais en train de me demander si j'ai envie, en fait. Ouais, c'est fou, quoi. Ouais, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Ouais. Donc, j'ai passé 2 ans extraordinaires à tourner un peu dans le monde pour voir les tournois. Et comme j'adorais ça en plus, c'était génial. Ouais, t'es en plein dans ce alors que là, chercher, là, c'était pas du tout pareil. Je pense que ça aurait pas été, si j'avais continué, c'était pas du tout la même vie. C'est une vie où tu voyages énormément, donc c'est génial. Partout où tu vas, il fait tout le temps beau. C'est que des beaux endroits, parce que le tennis, il y a un côté luxe. Mais c'est une vie à l'arrivée, un peu de glandeur, quoi, un peu patachon, parce que il y a pas... Il y a pas de médias dans le tennis où tu donnes ton avis, il y a pas de débat, il y a pas de, tu vois, il se passe rien, tu racontes, tu suis les champions, la plupart tu deviens un peu ami avec eux et tout. C'est pas quelque chose que j'aimais vraiment, quoi. Ok. J'adore. Ça manque de piquant pour toi. J'ai adoré le faire. Franchement, je n'en garde que des souvenirs incroyables. Mais professionnellement, je vois pas sur quoi ça peut déboucher si ce n'est un journaliste de mec qui voyage, qui s'éclate et qui est tranquille et qui est 6 mois de l'année dehors, qui rentre à la maison et puis après il se passe quoi? Il y a pas de sel, quoi, là-dedans, quoi. C'est t'es reporter, quoi. Machin, il a gagné, j'ai fait mon interview et mais j'en ai connu plein qui ont fait ça, hein. Ce journaliste un peu classe, très élégant, il y a beaucoup d'anglais, d'américains qui ont fait ça toute leur vie. Ça doit être un peu les mêmes qui suivent le golf. C'est à peu près le même public. C'est une vie qui est très stylée, tout ça, mais bon, tu te seras ennuyé là-dedans. Peut-être. Moi, je pense qu'au bout de 3-4 ans, c'est bien, tu fais le tour du monde tout le temps, mais. À quel moment tu t'es dit, ok, là, c'est sûr et certain, je suis à ma place et je vais faire des grandes choses dans ce milieu? Je sais pas. Tu te l'as déjà dit, ça? Non. Et à contrario, est-ce que tu as déjà douté à un moment? En fait, ça me saoule, ça fait 10 fois que je fais la même chose ou machin. Non, ça fait plein de. Tu me demandes de me souvenir de plein de sensations en même temps. D'abord, au début, on ne savait pas du tout combien de temps ça durerait. Okay. Tu parles de l'after ou d'avant même? Même d'avant, en fait, vraiment le moment où tu t'es dit, c'est sûr et certain que je suis à ma place, je suis bon. Avant, c'est l'after, du coup. En fait, avant, j'avais pas réellement de place. J'étais dans des rédactions, je bossais, mais tu vois, j'étais. T'avances, quoi. Tu te dis pas, je suis à ma place. Tu sais très bien, comme dans n'importe quelle profession, tu vas progresser ou tu vas te faire virer ou tu vas devenir fort. Enfin, t'en sais rien. Moi, j'avançais sans réellement. L'after, c'est différent parce que
on a installé une émission et c'est là que c'est devenu genre tous les jours on y va, tous les jours on est à l'antenne, tous les jours on rencontre notre public, le public il a grandi, on a fait plein de trucs différents. Avant, j'avais pas du tout ce rapport-là. Ouais. Si tu commentes un match comme quand j'étais à TPS, tu fais un reportage, tu vas sur le terrain, tu vas en Angleterre pour la journée pour voir, tu reviens, mais voilà, j'avais pas l'impression d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un tous les soirs. Là, tous les soirs, j'ai rendez-vous avec l'équipe de l'After et les gens qui nous écoutent. C'est pas du tout la même chose. Les premières années de l'After, d'abord, c'est un peu compliqué parce que on met du temps à s'installer dans le sens où ce qu'on dit plaît pas toujours et on est beaucoup mis sous pression. Et moi, je me dis toujours que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ok, t'as cette pression-là. En plus, moi, pendant des années, j'avais un contrat qui était précaire. Précaire, ouais. C'était pas un CDI. Comme si, tu sais, on se disait, même si on était extrêmement soutenu par notre direction, mais t'avais quand même l'idée, si à la fin de saison, on a pris trop de coups de fil d'un tel, ça peut s'arrêter, quoi. Donc, moi, je vivais toujours avec l'idée que ça pouvait s'arrêter. Je faisais 1 an, au mois de juin, ça s'arrêtait. Je partais, en plus, à l'époque, je partais vraiment 2 mois, je coupais, quoi. Je revenais. Quand le championnat, et j'ai dit, allez, c'est reparti pour une année de plus. Okay. C'est avec le temps que ça s'est complètement cristallisé, qu'on est resté. Et après, moi, je sais pas à quel moment on s'est dit, on est là. Honnêtement, alors surtout à l'époque actuelle, te dire que t'es intouchable, c'est une énorme erreur, quoi. Quand tu vois ce qui nous est arrivé en 2019, où on est là à l'antenne, on part dans une connerie. Et derrière, on voit ce que ça a déclenché. C'était les débuts d'un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, on fait encore de plus en plus attention. Et évidemment qu'on n'a jamais pris conscience du truc. T'as été suspendu pour ça. Donc tu te dis, waouh, à quoi ça tient, quoi. À quoi ça tient, t'as là, ça marche, tout le monde te félicite, t'as eu le succès. Puis, donc en fait, il faut jamais te dire que t'es en place. Et tout. Si tu regardes juste autour de toi dans les médias, sur ces dernières années, d'abord tu vieillis. Tu peux être remplacé par les jeunes, tu peux ne plus du tout être dans le coup. Moi, ça m'arrive, je me remets tout le temps en question. Moi, je parle beaucoup avec mon fils parce que je veux savoir ce qu'il pense, quoi. Alors, des fois, ça me fait peur parce qu'il a 16 ans. Je lui dis, putain, attends, vous voyez vraiment le foot comme ça c'est dur, quoi. C'est dur, je vois l'attention qu'il porte au match en regardant son téléphone, je dis, mais t'es sûr que t'as bien regardé là pour me dire qu'un tel, il est bon, qu'un tel, il est bon. Alors, ils sont super forts en stats. Je dis, mais ça. Je dis, d'accord, mais parfois la perception elle est différente, donc il faut s'adapter, tu vois. Il faut s'adapter, essayer de convaincre. Parfois j'ai même du mal à le convaincre lui alors qu'il a 16 ans. Je me dis, putain, ça va être compliqué pour les auditeurs d'essayer de convaincre sur une idée. Donc bon, écoute, en tout cas il faudrait, comme le disent certains coachs qui disent que on dit quand ils arrivent à un certain âge, ils n'arrivent plus à parler aux jeunes entre 20 et 25 ans. Pour nous, c'est pareil. Pour nous, nos analyses, la façon qu'on a de voir le foot, si on ne se tient pas au courant de comment les jeunes le voient, le foot, ça peut être super compliqué. Tu soulèves beaucoup de choses très intéressantes. Et je voulais te demander justement, est-ce que comme dans tout corps de métier, un commentateur, un journaliste d'opinion, il va avoir une date de péremption, ou comment tu fais pour rester dans le coup ? Je ne sais pas. Alors, comment je fais j'essaie de beaucoup faire attention à ce que disent justement les jeunes, même si je ne vais pas être d'accord avec eux, mais je fais quand même attention. La date de péremption, oui, bien sûr. Il y en a plein des types qui, au bout d'un moment, des gars qui ont été des vedettes à la télé, ça marchait du tonnerre, et puis d'un coup, tu les... il est où ? Attends, on l'a perdu de vue, il est plus là. Je sais rien, moi. Après, ils font peut-être d'autres choses derrière. Ils sont peut-être dans l'ombre, rédacteur en chef, et ils poursuivent leur carrière et tout va bien pour eux. Mais moi, quand j'ai 20 ans, je rate pas une semaine de l'équipe du dimanche. J'adore cette émission. Elle te montre les championnats étrangers, c'est formidable. Pierre Sled qui la présente, c'est le gars. Moi, je veux être lui. Je dis, c'est formidable. Il est là, il voit tous les matchs à l'étranger. Aujourd'hui, je sais que tout va bien pour lui. Enfin, je crois. Mais il est plus à l'antenne. Je veux pas m'immiscer, mais je crois qu'il vit à Rome en plus, donc c'est formidable. Très bien, tant mieux. Mais en plus, je parle pour lui. Je sais même pas, peut-être que ça lui manque pas du tout d'être à l'antenne ou pas, tu vois. Et peut-être que moi, ça me manquerait pas d'être à l'antenne si demain on me dit, tiens, t'es rédacteur en chef du truc, c'est toi qui regardes de l'extérieur. J'en sais rien, je sais pas. Une vie sans antenne là aujourd'hui. Mais les vies, elles peuvent changer et tout. Là, aujourd'hui, franchement, j'en sais rien. Il y a depuis 2-3 ans, ça me le fait plus. Mais il y a, je crois que quand j'avais entre 45, 48, je sais pas, j'ai toute une période où chaque fois que j'arrêtais l'été, je disais putain, mais on va redémarrer.
mais quand on va redémarrer, on va redire la même chose, le championnat va redémarrer, il va y avoir la Ligue des Champions, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et si jamais t'éprouvais de la lassitude, et si ça te faisait chier, et si c'était comme ça. Et tous les étés, j'étais angoissé par ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, je m'étais mis une barrière. Je me souviens, j'étais même allé voir mon boss de l'époque, je sais plus quand c'était, je sais pas, 2015 par là. Je dis, ouais, mais franchement, tu crois qu'à 50 ans, on peut toujours faire ça? Ah, il dit, bah, pourquoi en fait? Je dis, bah, attends, 50 ans et tout. Parce que tu sais, souvent, je fais des blagues, ça se trouve, je pourrais plus en faire, ça se trouve, j'aurais plus d'humour, ça se trouve, je me dis pas, peut-être que j'en ai pas du tout. Hein. Ou peut-être que je serais fatigué, ou peut-être que ceci, cela, tu vois. Ouais. Et il me dit, mais c'est bizarre de dire ça, pourquoi et tout, si t'as toujours l'envie, si t'as la passion, pourquoi? Il me dit, regarde, les grosses têtes, ils sont à l'antenne depuis 1000 ans, ça marche, les mecs reviennent et tout, Ruquier, il fait ça, j'ai dit, ah ouais, ok, très bien et tout. Et j'étais hyper angoissé par rapport à ça. Je mettais une sorte de barre de 50 ans. Je dis, putain, ça va plus être possible après. Peut-être tu vas trop vieillir. Bon, après, ça, c'est une angoisse. Hein. Je me dis, putain, ouais, t'es à l'antenne. Si on dit que t'es vraiment trop vieux, que les jeunes qui t'écoutent, ils estiment que t'es trop vieux. Mais après, Donc, je me maintiens jeune avec les enfants. Mais c'est ça qui est c'est bien, mais t'as raison. En fait, c'est intéressant que tu puisses discuter avec ton fils de 16 ans, parce que eux, ils consomment pas les médias comme nous. Pas du tout. C'est incroyable le regard qu'ils ont. Et est-ce que la clé, là, dans ce que tu nous dis, dans tes doutes, c'est pouvoir se renouveler, déjà, c'est garder la passion? Tu continues à regarder tout ce qui passe. Mais moi, après, tu peux pas bosser sur l'idée que tu dois te renouveler et tout. Moi, je reste naturel. Je peux pas changer, donc je reste sincère, naturel. Je fais voilà. Après, même des fois, ma façon de parler, elle a pu évoluer bizarrement en vieux jeune, mais c'est juste parce que le contact avec d'autres, avec mon fils ou avec des jeunes dans la rédac, c'est peut-être ça, mais je me casse pas la tête pour essayer de savoir, ah putain, là t'as vieilli, il faut vraiment que tu te dises ça, il faut que tu vois les choses comme ça et tout. Qu'une réflexion peut être orientée en me disant peut-être qu'ils pensent ça, mais si c'est pas mon avis, je vais essayer de faire un parallèle historique. Donc, vous pensez ça, mais nous, on pense ça. Et essayer de se retrouver, tu vois, essayer de comprendre pourquoi tel joueur, faire comprendre les évolutions dans le foot, le regard qu'ont les jeunes sur les matchs aujourd'hui, sur les champions, sur qu'est-ce qu'ils considèrent être un club, un président, un coach, voilà. Okay. Il y a eu beaucoup de ces débats-là autour de l'image de Mbappé, par exemple, qui divisent beaucoup, même chez les jeunes. C'est des questions qui sont assez importantes après tout. C'est le débat, l'actualité qui fait aussi qu'on peut se renouveler. Il y a une autre partie de tes activités sur lesquelles ça m'intéressait de t'entendre. T'es auteur, tu as sorti un premier livre en 2003, il y en a eu d'autres, jusqu'à Racaille Football Club. Est-ce que ça a été une passerelle qui t'a permis de dire je peux aussi ou j'ai aussi envie d'apporter de l'opinion, d'aller au-delà de la pure analyse sportive? En 2003, avec mon ami Jeff Perez, quand on se dit, quand je lui dis ouais tiens on va faire ça, en plus ça tombait bien, non seulement on était potes, mais lui il était marseillais, moi parisien, enquêter sur cette rivalité puisque je l'avais vécu, je savais que la façon dont je pressentais la façon dont elle avait été montée. Donc c'est tiens vas-y on va faire un bouquin là-dessus, tout ça, donc on s'est lancé là-dedans. Moi j'étais 2002. Personne me connaissait. Hein. Lui, je crois, il doit être à RFI à ce moment-là. Genre, bon, on en est peut-être pas totalement au début de notre carrière, mais bon. Moi, mon idée, c'était quand tu démarres dans ce métier. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais je disais pour être sérieux, pour être pris au sérieux et tout, il faut faire un livre. Il faut écrire un livre. Ah, c'est intéressant. Voilà. Il faut bosser, il faut aller sur le terrain, il faut rencontrer les gens. Tu vois, il y a plein de gens aujourd'hui qui font des débats foot parce que nous, on a créé plein d'enfants qui font ce que l'after, eux pensent qu'ils font ce que nous on fait. Donc, ils débattent de foot autour de la table et tout, c'est très bien, mais parfois, je trouve que le bagage intellectuel, il est un peu léger. Et moi, je me disais à l'époque, si tu vas pas sur le terrain, si tu fais pas un livre, j'estimais que c'était un gage de sérieux de faire ça. J'étais obsédé par ça. Okay. Et à tel point que je m'étais même dit, ma principale angoisse, j'en parlais à Jean-François à l'époque, je lui disais, écoute, c'est le premier, je ne sais pas si on aura d'autres ou quoi, mais moi, à la limite, si on en vend, je m'en fous. Donc ça plaisait pas trop à l'éditeur, mais je lui disais pas. Je veux vraiment savoir ce que les autres vont en penser dans le métier. Okay. Et on avait reçu vraiment un accueil hyper favorable. En plus, ça s'était très bien vendu.
Donc, j'avais été hyper fier de cette première expérience. C'est une légitimité que tu vas chercher. Ouais, exactement. Ok. Exactement. Il n'y a pas à mentir. J'étais à l'affût de ce qu'on allait en dire. D'accord. C'était hyper important pour moi. Je me souviens, j'avais même monté un petit classeur avec tous les articles qui étaient sortis. D'accord. Ok. C'était important. C'était le début. Le livre est sorti en 2003, mais on y a bossé dès 2002. C'était long. C'était important pour moi. Vraiment, c'était. Et après, il y en a eu. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu beaucoup d'autres. T'as Raquel Football Club, c'est 2013. C'est 2013. Depuis. Il y a eu Année avec Christophe Dugarry après. Il y a eu. Depuis. Avec Luis Fernandez, merci Paoletta. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était avant, ouais. Après, jusqu'à KO Football Club l'année dernière, avec Abdelkrim, c'est le dernier en date. Alors justement, cet angle-là, le Racaille Football Club ou des choses comme ça, tu avais envie de sortir quand même de la pure analyse sportive stricte aussi, d'aller sur de la société. C'était une passerelle que tu t'offrais à ce moment-là aussi. Non, mais de toute façon, l'after, ça a toujours été de ne pas parler que de ce qui se passait sur le terrain. D'accord. Que ce qui se passait sur le terrain, trouver toujours une explication en dehors. Et que le foot est un miroir de la société. Ça a toujours été notre credo dès le début. Enfin, c'est même pas un credo, c'est juste que c'est comme ça. Et donc faire ce livre, sur ce qu'il pouvait y avoir en dehors du terrain, ouais. Mais ils ont tous été comme ça. Cher Football Français, c'est ça. KO Football Club, c'est ça. Ça me paraît normal. Tu dénonces beaucoup dans tes analyses justement les travers, tout ce qui se passe autour du football. Ça peut être de la violence, ça peut être du racisme. On a reçu des questions d'internautes et je vais t'en partager une première. C'est celle d'Alexis qui voulait te poser une question. Tac, que je vais te passer ici. Ah, c'est à l'image? C'est à l'image. Ah. T'as vu, c'est technique. Vas-y. Tu vois bien? C'est moi qui appuie? Ouais, Non, vas-y. Bonjour Daniel, je m'appelle Alexis Chevalier, je suis auteur de théâtre et dans ma dernière pièce que j'ai coécrite qui s'appelle « Et Dieu créa le sport » et que je vous inviterai à venir voir bientôt, on se pose la question qui est un peu philosophique sur le sport. Est-ce que le sport il est là pour expulser la violence qui existe en l'homme ou au contraire est-ce que le sport il l'exacerbe? Voilà, c'est une question que je me pose et donc du coup peut-être que vous avez la réponse, vous, le grand spécialiste du sport. Alors, il aurait dû dire le foot alors. Le foot. Parce que tous les sports ne génèrent pas des formes de violence. Le foot génère énormément de formes de violence. Alors, il génère de la violence sous plusieurs formes. Celle de ceux qui regardent, qui sont passionnés, qui sont finalement comme des militants. C'est parfois en politique, tu as cette violence entre les camps différents et sur un échiquier politique, si tu tires vers les extrêmes, tu auras cette forme de violence-là à imposer ton idée, ta supériorité, ton territoire, plus tu tires vers les extrêmes. Et dans un stade de foot, plus tu tires sur les extrêmes et tu vas dans les virages, et là tu vas trouver une forme d'extrémité qui sera violente, qui voudra imposer d'abord le son de sa voix, puis en dehors du stade peut-être régler le compte. Moi je suis plus fort que toi et je vais te le montrer. Donc tu auras cette forme de violence qui sera l'illustration d'une sorte de guerre de territoire ou de mon équipe elle est plus forte que la tienne parce que mon équipe elle représente ma ville et ma ville c'est moi qui la défends. Donc ça va être quasiment de l'instinct primitif quoi, complètement. En fait. Donc tu vas avoir ça dans le football parce que le football est le sport le plus populaire qui rassemble le plus de gens dans un stade et le plus de couches sociales. Si tu vas à l'intérieur du stade, dans les tribunes vers le milieu, tu vas avoir plus les modérés. Si tu prends un échiquier politique, tu vas avoir plus là du Renaissance, Modem, LR. Tu vois, ça va être comme ça. Et après, l'autre forme de violence, après, si on se met à faire l'inventaire des formes de violence que tu peux avoir dans le foot, tu as celle qui va être liée à l'économie. Donc, après, à l'économie, ça peut être également, je reviens au virage, quand on estime que l'équipe n'est pas assez forte, donc que j'ai payé ma place, mais que je suis trahi par la personne qui est sur le terrain, donc je me retourne contre mon équipe, et c'est là qu'on parle de crise. Tu m'as fait perdre d'abord, tu m'as fait perdre mon argent. 2, tu fais honte
à moi, à mes valeurs, à mon pays, à mon machin, tout ça. Donc, je suis violent envers toi parce que ma représentation est flouée. Ouais. Après, bon, en dehors, j'accélère un peu. Bah, l'économie, ça peut être entre les agents pour un contrat parce que c'est de l'argent. C'est un sport en fait qui rassemble tellement d'intérêts que forcément, il génère énormément de violence. Donc, il en génère plus qu'il en expulse finalement de ce que tu dis, avec tous les écosystèmes autour. Il en expulse. Ça veut dire quoi expulser? C'est reproduire sur l'autre. Ouais, c'est ça. Bah si, tu l'expulses Est-ce que tu vois une évolution vers le bien? Parce qu'on voit tous les messages. Ça voulait dire se soigner. J'ai pas l'impression que ça soigne beaucoup, non. J'ai pas l'impression que ça soigne beaucoup, non. Je sais pas. Bon, alors, ok, le gars qui va au stade, qui me dit que pendant 1 heure, il insulte, il expulse sa violence et qu'à la fin, il rentre chez lui, il est tout calme, il dit bonne nuit à sa femme et il passe dans la chambre et il caresse la tête des mômes, il va se coucher. Bon, si ça lui a fait du bien. Plutôt que du yoga. Écoute, ça peut être une forme d'expulsion de violence et ça doit exister. Ça doit exister. Pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Oui. Alors, comme ça, on complète la réponse, Alexis. Ça peut, il y a peut-être des gens. Alors, mine de rien, je rigole, mais c'est vrai. Parce que même dans les affrontements que tu peux avoir entre supporters, et même à l'époque, il y en a encore, mais des hooligans, tu avais des mecs bien sous tout rapport, belle profession, belle situation, qui allaient justement pour expulser leur violence, et qui allaient pour se battre. Et je sais pas, ils devaient trouver que ça leur faisait du bien, j'en sais rien. Et donc, oui, tu peux avoir aussi une forme d'expulsion de la violence que tu as en toi, c'est vrai, ça existe, bien sûr. Sur à peu près le même registre, on a depuis des décennies maintenant des messages contre le racisme, l'homophobie, toute forme de discrimination. Moi, j'ai pas l'impression que les choses changent tant que ça. C'est quoi ton regard là-dessus, toi? Est-ce que tu vois des changements, des vraies améliorations au-delà de ce qu'impose un peu la politique? Est-ce que d'ailleurs c'est bien, c'est pas bien? Est-ce que c'est le rôle, pas le rôle? C'est quoi ton regard là-dessus? Je suis pas sûr que sur les dernières années on soit en grosse progression. Et le foot en tout cas est le seul sport qui fait autant d'efforts pour combattre ça. T'as difficilement dans d'autres sports autant de messages que la FIFA a préparé à une époque, c'est une autoracisme, l'UEFA, des relais de ce genre de choses-là, beaucoup de campagnes même de la LFP qui sont faites pour aller vers des messages qu'on va qualifier bienveillants, de paix, contre toute forme de discrimination. Ça, le foot le fait. Est-ce que ça sert à quelque chose? Parfois, on a le droit de se poser la question. On a le droit de se poser la question. J'ai l'impression quand même... Non, j'allais dire qu'on avance. Franchement, sur l'année dernière, sur les 2 dernières années, le nombre d'incidents qu'on a entre supporters, au stade, caillassage de bus... je pense que dans le stade, on a fait beaucoup d'efforts. À l'intérieur, mais on a fait des efforts. C'est parce que comme il y a plus de contrôle, c'est plus facile de choper individuellement une personne qui déraperait sur insulte raciste. Il y en a 2 qui viennent d'être condamnés parce qu'ils étaient rentrés dans le stade Vélodrome avec des banderoles. Et donc, ils vont être condamnés. À l'intérieur du stade, oui, en France, on va dire que... on a eu des problèmes récemment sur des propos à caractère homophobe, enfin jugés comme tels. Sur le racisme, je pense qu'on a beaucoup avancé toujours à l'intérieur du stade. Oui, franchement, les cas sont rarissimes de propos racistes dans le stade. À l'étranger, il y a des pays où on a eu des cas. Maintenant, c'est toujours pareil. Quand c'est une fois par saison, bon... moitié vide, moitié plein, tu te dis finalement ça n'est qu'une fois. Et on a attrapé le mec. Et tant mieux, par exemple, tu vois, dans le cas de Mike Maignan, les mecs, on les a identifiés, on les a chopés. Après, le truc, c'est que peut-être on va pas assez loin pour savoir si le gars a vraiment été sanctionné. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce qu'on dénonce, on est horrifié. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Puis après, est-ce que derrière, on va réellement voir? Est-ce qu'il a été condamné? Parce que la condamnation par l'opinion, c'est facile. Tout le monde dit c'est horrible et tout. Mais est-ce que derrière... C'est quoi la bonne sanction pour toi? Pour ça, il n'y a pas de... Ça, c'est facile. Exclu à vie. Voilà. Je sais pas, que tu prennes 5 ans, que tu prennes 10 ans d'interdiction de stade. Oui, en France, on est en retard sur les interdictions de stade.
pour toute forme de violence, il faut les faire tomber beaucoup plus vite, beaucoup plus fortes. Il faut être hyper dissuasif. Ouais. Que tu jettes une bouteille, que tu insultes, que tu fasses preuve de racisme. Allez, sanctionnons, interdiction de stade, il faut les faire tomber plus vite. Le mec, les mecs, et sévérité, quand le gars devra pointer les soirs de match au commissariat, je t'assure que ça va vraiment le gonfler, je pense. Sa vie sera modifiée. Ouais. Et je crois que ça enverra un message assez dissuasif. Mais il faut être beaucoup plus ferme et virulent là-dessus, ça c'est sûr. Tout à l'heure, on parlait des potentiels, enfin pas potentiels, il y a eu des dérapages parce que tu es dans la vérité de l'instant, le direct, et puis tu as un certain franc-parler aussi. Je voulais t'adresser à ce sujet-là une seconde question d'Oriol. Bonjour Daniel, je m'appelle Oriol. Je me permets de te tutoyer en tant qu'anagramme de Riolo. Hein. Tu es connu pour ton franc-parler, ton sens des formules assez piquantes. Est-ce que cela t'a-t-il déjà joué des tours avec peut-être l'entourage de joueurs ou autres, et as-tu du coup parfois mis un peu d'eau dans ton vin par rapport aux formules que tu aurais choisies? Voilà, merci pour tout, à très bientôt. Que j'ai été contacté par les entourages, que ceci, que cela, machin, évidemment, 1000 fois. Les présidents de club, enfin tout ce que tu peux imaginer, du joueur à dirigeant à agent et tout, oui. Après, ça engendre une discussion. Et derrière, non, rien que... voilà, on discute, quoi. Moi, je respecte la personne qui me parle, elle me respecte aussi, très souvent, en plus, quand on parle. Et après, moi, je continue ce que j'ai à dire. Hein. Je continue à dire ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai à dire si j'estime que j'ai raison de le dire. Les gens, ils te reprochent le fond ou la forme ? Plus la forme. C'est plus la forme. C'est plus la forme. D'accord. Parfois, effectivement, oui, c'est vrai, parfois j'ai des formules un peu, j'aime bien les surnoms, j'aime bien ce genre de trucs-là, donc ça peut heurter et tout. Ok, ouais, bon, tu sais, moi j'en mange aussi plein sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, ça te vexe, toi ? Ça va. Moi, je m'en fous complètement. Ouais. Moi, là où je réagis plus, c'est quand ça touche mon entourage. Bien sûr. Je suis un peu, ça me fait un peu plus chier là-dessus. Mais bon, sinon, regarde, le dernier en date, c'est le frère de Marquinhos. D'accord. Sur Insta, il est venu me pourrir, machin et tout. Le mec, peut-être, il s'attendait à ce que je réponde pas. Ouais. Ou je l'ai envoyé se faire foutre. Ouais, bien sûr. Ouais, mais... normal. Bah ouais, je lui ai dit, mais tu te rends compte, est-ce que t'es en train de me dire, il va te faire foutre? Tu me parles comme ça va pas ou quoi? Donc après, il a arrêté. En plus, j'ai dit au club, j'ai dit au mec du club, donc le frère du capitaine du PSG, il vient insulter un journaliste sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils m'ont dit, oui, tu as raison, mais en même temps, toi aussi, parfois, sois plus respectueux. J'ai dit, ok, pas de problème, mais qu'est-ce que... Ah oui, effectivement, j'avais utilisé une image concernant le joueur. Tu peux nous redire ce que c'était ? C'était pas génial. Bah, on croit en gros qu'il se chiait dessus. Bon, d'accord, ok, très bien. Je veux bien. Enfin bon, c'est pas dramatique non plus. Si, je veux. Non, mais franchement, je veux bien entendre que c'est pas bien. Je veux bien entendre. Ouais. Tu peux très bien dire, à la place, tu dis, il est faible. J'estime qu'il est faible psychologiquement, plus que il finit le match avec du caca sur les cuisses. Voilà. Bon, ok, il y a plus élégant. Mais nous, on parle comme ça. Franchement, les mecs, ils se rendent pas compte que nous, on n'est rien à côté de ce qui peut se dire à l'étranger. Hein. Les émissions en Espagne, en Italie, en Angleterre, enfin, mais ça taille, mais 10 fois plus, quoi. Bien sûr. Alors, je parle même pas des médias en Afrique. Bon, moi, j'y connais les confrères. Hein. Nous, parfois, on y va fort, mais les mecs, ils sont extrêmement sensibles, quoi. Et puis, en revanche, quand on dit du bien d'eux, ils estiment que c'est normal. Ouais. Parce que tu sais, t'as le grand truc, t'es qui toi pour dire ça ? T'es qui toi pour dire ça ? T'es qui toi ? T'as pas été joueur, machin. Bon, alors ça c'est un argument que t'adores. Ça, c'est la connerie tellement ultime que... Mais j'aime bien t'es qui toi pour dire du mal ? Ouais. Ok. Bah, t'es qui toi pour dire du bien ? Aussi. Oui. Si, t'es qui toi pour dire du mal ? Genre, il a raté sa frappe, ou il a fait un sale match et tout. Alors, t'es qui toi pour... Oh, la frappe fantastique ! Le but de la lucarne ! C'est une action magique. T'es qui pour dire ça ? Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es qui pour dire que c'est une action magique ? T'as joué au haut niveau pour dire que c'est une action magique ? Tu le sais, toi, que mettre une frappe lucarne, c'est mieux que mettre une frappe déviée dans le but vide ? Non ? Donc, t'es qui toi ? Donc, ça veut rien dire, en fait.
Le t'es qui toi, c'est quoi? T'attends juste qu'un commentateur, il s'enflamme et tout ça, mais on n'a pas la certitude qu'il sait pourquoi il s'enflamme. Qu'il sait pas ce que c'est le beau geste technique, ça. Donc, tu vois, tout ça, c'est des énormes conneries. Mais sur le fond, c'est toujours la même critique qui revient. Donc, t'es plutôt armé là-dessus. Je sais pas, le délit de légitimité, t'es qui toi, t'as pas fait de carrière machin. On entend souvent ça. Bah, moi, après, à chaque fois, je ressors la liste des entraîneurs qui n'ont pas été joueurs de haut niveau. C'est ça. Ouais. Après, tu peux dire que les analystes politiques n'ont pas été élus, donc ils parlent pas. Je sais pas, quand tu vas à ta boulangerie, tu dis pas que tu trouves que le pain aujourd'hui n'est pas bon. Voilà. En fait, la légitimité, c'est celle du travail. T'as travaillé, tu connais le sujet. Et aujourd'hui, dans le milieu, honnêtement, je pense qu'on est quand même beaucoup plus respecté que critiqué. Qu'on soit critiqué par le public, c'est pas grave. Genre, les mecs, moi, je leur dis tout le temps, si t'es pas content, t'écoutes pas, change. Enfin, t'es libre, quoi. Moi, ce qui me rend dingue, c'est ceux qui t'interpellent et qui disent, t'as dit ça, machin, mais je dis, mais m'écoute pas. Ouais, mais tu crois quoi? Je t'écoute jamais. Et d'ailleurs, quand il y a 5 ans, t'avais dit ça. Attends, tu dis que t'écoutes jamais. T'es en train de me dire que ça fait 5 ans que t'écoutes, là? Je dis, oh putain, va voir un psy. Hein. Il est fan. Va voir un psy. Si t'écoutes tout le temps et que t'es jamais content, faut zapper. Ça veut dire qu'il y a une addiction. Faut te libérer. Libère-toi, passe à autre chose. Bon, c'est toujours. Mais bon, ça, c'est aussi le fait qu'on soit à l'antenne depuis plus de 15 ans. Forcément, tu as des gens qui t'aiment depuis toujours, qui t'ont aimé, qui t'aiment plus, qui parfois ont été fâchés, sont revenus. Et puis, alors, si ça touche ton club, tu perds en objectivité. Alors, toi, on te reproche ta subjectivité, mais toi-même, est-ce que tu l'es, puisque tu penses surtout à ton club? Elle est où la limite entre le commentaire, l'opinion et le spectacle? Est-ce qu'il y a quand même des moments où tu te dis, bon là, si je dis ça, ça va être repris potentiellement, ça peut faire mouche, etc. Non. Je le sais pas, moi. Quand les sites vont reprendre les choses et tout, je pense jamais à ça. Déjà qu'en plus, c'est souvent une souffrance parce que on aime bien le coup d'éclat. On aime bien quand je dis un truc fort, machin. Mais on oublie que l'émission, elle dure 2 heures, que très généralement, le débat, il est long, qu'on s'est mis dans un contexte, qu'il y a peut-être une phrase avant, une phase après, que si tu écoutes tout, probablement le propos, il sera un peu relativisé, et que quand tu n'écoutes qu'un bloc, moi, parfois, je suis sidéré, horrifié par là. On me dit une réaction hyper violente à mon propos hyper violent. Je dis, putain, mais mon propos, il n'était pas comme ça. Hein. Il n'était pas comme ça. Avant, j'ai dit ça, quoi. Ouais. Tu vois, c'est... Parfois, il y a une compréhension qui est bizarre, mais le truc, c'est que là-dessus, je vois pas de retour en arrière possible. D'accord. Parce que de toute façon, à partir du moment où les sites font beaucoup de clics en reprenant une de mes phrases dans l'émission, eux, ils vont continuer. Ah, bien sûr. Tous les petits sites, là, eux, ils vont continuer parce qu'eux, ils vont savoir que les gens vont aller cliquer dessus. Ils vont dire, Riolo, il a dit ça. Même si j'ai pas complètement dit ça, ou que je l'ai dit d'une façon qui s'est diluée, ou que le lendemain, j'ai pu modifier mon avis, enfin, c'est pas le lendemain, mais une semaine après, parce que le gars aura fait un match différent, parce que le gars aura... Tu sais, des fois, on me dit, ouais, regarde ce que tu disais de Mbappé il y a 1 an. Je dis, il y a 1 an. Enfin, ok, ouais, enfin, mon fils, au mois de septembre, quand il a eu ses premiers résultats en maths, je l'ai pourri. Hein. Après, il a pris des cours, il s'est mis à bosser. Au mois de mai, il est large au-dessus de la moyenne. Ouais. Il est bon maintenant. Ouais. Je lui dis, c'est bien, quoi. Mais dans le journaliste, il y a jour. Donc parfois, la vie peut évoluer, les progrès du mec, le contexte dans lequel il évolue. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est d'expliquer que le contexte a évolué. C'est ça. C'est d'expliquer pourquoi il y a eu ce process, pourquoi on aime bien. Alors des fois, quand ça arrive à l'intérieur d'une même saison, genre la saison de l'OM, là, ça c'est ce qu'il y a de plus dur. Ça, c'est ce qu'il y a de plus dur parce que ils ont tellement fait comme ça que ça devient presque irrationnel, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. On dit souvent ou on entend... Mais tu sais, quand même, dis-moi. Moi, quand je regarde les analyses politiques, les analyses économiques, quand nous, parfois, on nous reproche et des variations et des choses, sans déconner, mais vous voyez les analyses politiques, quand un tel, il est élu 6 mois avant, puis en fait, il est même pas au 2e tour, quand on a prévu un tel taux de croissance et que les entreprises... et puis on voit le résultat 6 mois après ou 1 an après,
Non, c'est sûr. Ah ouais, quand même, moi je trouve que sur une matière peut-être plus difficile à appréhender, je trouve qu'on s'en tire super bien. Ah, c'est sûr. On s'en tire super bien. Oui, c'est hallucinant de voir les enjeux que les gens mettent sur le foot. C'est fou. Bah ouais, c'est la passion. C'est la passion. On entend souvent que t'as une vision romantique du football. Je voulais te poser une question. Est-ce que le club de tes rêves ou le joueur de tes rêves, il existe encore ou est-ce que il pourrait exister à quelques détails près? Mais je sais pas si avec le temps, la vision romantique, elle s'estompe pas quand tu vis. Quand même, ouais. Malheureusement. Quand tu vois, en plus, j'ai vraiment le sentiment que le foot il évalue vers toujours plus de cynisme et uniquement de... En fait, le problème, c'est que tu dis de l'intérêt mercantile ou tout tourner autour du blé. Ouais. Et puis, à peine je dis ça, j'ai envie de me reprendre immédiatement. Je me dis, mais attends, excuse-moi, à quel moment ça a été différent, quoi. Ouais. En fait, c'est que tu idéalises. Le foot ne te fait que idéaliser les choses. Ouais. Tu es sans arrêt dans le rêve de ce que tu aimerais. Et tu t'aperçois que dans toute l'histoire, ça a été ça. Et qu'on s'accroche à certaines personnalités, à certains moments où il y a eu cette petite extase. Donc, tu vois, tu vas t'accrocher à un joueur qui est resté dans ton club hyper longtemps. Je sais pas quel exemple je peux te prendre. Dis-moi, je sais pas, quel club tu supportes? Le PSG. Bon, dis-moi un moment que tu idéaliserais au PSG. Un moment ou un joueur? Un moment ou un joueur, quoi. Bah, moi, c'est Rai. C'est Rai pour tout ce qu'il a apporté. Mais bon, ben, Rai, on va tous même pas sur le idéaliser le sportif. moment. Ouais. On va tous idéaliser le moment où il s'en va, les larmes. On a l'impression qu'il était hyper accroché au club et tout. Ok. Et Paoletta. Mais Paoletta. la légende sur Rai est quasiment intacte, même si ça fait bien chier de le voir au PFC. Quand tu connais l'histoire du PFC et du PSG, tu dis bon, ok, très bien. Visiblement, on n'a pas réussi à le choper ou à le faire venir ou je sais pas quel rôle tu aurais pu lui donner. Si c'est pour servir du champagne en loge, c'est pas génial non plus. Bon, Paoletta, génial. Moi, je l'adore, Paoletta. J'ai eu la chance de le connaître et tout. J'ai retenu beaucoup de ses phrases. On était prédit. Bon, ça l'empêchait pas de négocier très dur les contrats. D'accord. Tu vois, tu vois, mais est-ce que ça le salit pour autant? Non, c'est pas dans n'importe quel métier. Mais en fait, le supporter, parfois, tu as l'impression qu'il voudrait que le joueur joue gratuitement pour toi, qu'il soit fidèle à vie pour toi. Là, en ce moment, les supporters du PSG, ils sont dans un délire avec Zaïre Emery. Ouais. Mais c'est génial. Tu vois, la banderole, c'est quoi? Passé, présent, futur. Enfin, j'en sais rien, t'es le présent, t'es le futur. Donc, le club va également tout miser dessus. Mais ils vont miser quoi dessus? Ils vont miser des valises d'oseille. Ouais, c'est ça. Des valises d'oseille. Et les valises d'oseille, ça a donné Mbappé. C'est ça. Qui les valises tous les d'oseille. 6 mois. Les valises d'oseille, ça a fait que t'as créé une sorte de monstre. Mais alors, De quelqu'un qui à un moment a voulu partir et peut-être que l'histoire aurait été magnifique s'il s'était arrêté à ce moment-là. Et là, alors que peut-être il va t'offrir encore un titre, encore des buts et peut-être même une aventure en Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'on va quasiment partir fâché. Et les supporters et lui, c'est sûr. à cause de l'oseille, à cause d'avoir voulu le retenir, à cause de la façon dont l'histoire s'est déroulée. Donc on idéalise des relations, mais et on s'accroche à quelques petits épisodes de l'histoire. Mais franchement, ils sont rares, les épisodes. Ils sont très rares, les épisodes dans la vie d'un club. Je crois que le supporter de foot, il est fait pour souffrir. Principalement, il souffre, en fait. Et il idéalise. Il idéalise des moments, il pioche à droite, à gauche. Parfois, il transforme ses souvenirs. Parfois, il n'est pas complètement réaliste par rapport au passé. Il se dit que c'est bien. Et d'ailleurs, souvent, tu notes que même le supporter, il idéalise des moments qui étaient pas si terribles que ça d'un point de vue des résultats. Mais parce qu'il y avait un peu d'amour, l'amour suffit. Il y avait des maintiens. Parfois, l'amour suffit. C'est vrai. Donc, c'est beau. Quelque part, c'est super beau. C'est ce rapport qu'ont les supporters avec le club. Et moi, dans tout ça, parfois, j'essaie juste d'être objectif et d'un peu plus lucide parce qu'en fait, on en mange tellement, on est tellement concerné et tout, et on doit tellement comparer les époques qu'on fait des flashbacks. On dit, mais je crois que t'as pas vraiment... T'as un peu oublié, là. T'as un peu oublié que 94, on idéalise pour les mecs de ma génération. Et que quand Ricardo marque contre Toulouse le 1-0 du titre de 94, qu'on attendait depuis 3 ans parce qu'on avait morflé contre l'OM qui n'était pas toujours net... ce soir-là, j'ai même envahi la pelouse. Ah ouais. Aujourd'hui, je dirais peut-être que ceux qui font ça sont des vrais cons. Et on était même pas 30 000 ce soir-là. D'accord. Donc ce que tu nous dis, même pas 30 000. Ouais, c'est fou. Pour le match du titre de 94, pour la période, une des périodes les plus idéalisées du PSG. C'est hyper intéressant. Voilà, ce que tu dis. donc On idéalise parce qu'on a perdu la mémoire, en fait, c'est ça? Un peu?
Ouais, et je dis pas que cette période n'était pas mieux que celle-là. Ouais. Il y a plein de joueurs que je préfère sur cette époque-là, leur attachement au club. Franchement, quand je vais à la Légion d'honneur de Louis, que je vois et Daniel Bravo, et des mecs des années 80, et Lama, et même Amara Simba, je vois à quel point ils sont restés attachés à cette histoire. Même des mecs qui sont passés 1 an ou 2. Ouais. Tu t'attaches, les mecs sont restés hyper attachés. Donc ça fait, honnêtement, la soirée de la Légion d'honneur de Louis pour un supporter du PSG. Il y avait 2 mecs du Cube qui étaient là. Ok. Qui ont été invités par Louis, donc qui est quand même notre plus grande légende. Et honnêtement, je pense qu'ils étaient comme des enfants. Okay. Déjà que moi, je l'étais. Ouais, bien sûr. Mais eux, ils étaient. Ouais. Voilà. Là, Okay. en fait, il faudrait que de temps en temps, chaque supporter ait le droit de vivre une soirée comme ça. Ça lui fait du bien. T'oublies un peu les polémiques, t'oublies un peu les débats que t'as sur ton club, machin, tout ça. T'oublies que Luis Enrique se fout de ta gueule à longueur de journée, tout ça. Voilà, t'es là, t'es avec le passé, t'as les yeux qui brillent. Enfin, j'étais comme un enfant. C'est formidable. Ok. Et je te propose, Daniel, une troisième question. Tu vas voir le lien arriver. Ah. Bonjour Daniel, alors on vous connaît journaliste sportif et passionné de football. Du coup, j'aurais voulu savoir si il vous était venu à l'idée de un jour prendre la direction d'un club, peut-être. Merci. Bah, je vais pas prendre la direction d'un club. Il y en a qu'un qui me plaît de club. Le journaliste, c'est un métier, quoi. Moi, je fais mon métier, j'adore faire ça. Pourquoi j'irais prendre la direction d'un club? Ouais, évidemment, la direction du PSG, je pense que je vais réfléchir. Et je pense que je pourrais faire ça pas trop mal. Ouais. Alors, c'est marrant, ça c'est pareil. Quand je dis ça, les mecs disent, mais t'as fait quoi? T'es qui pour pouvoir prétendre à faire ça? Je dis, mais attendez, les amis. Denisot était journaliste. Ouais. Il est devenu président du jour au lendemain et on l'a pas préparé à ça. Il s'en est bien sorti. Charles Bietri était un excellent journaliste. On l'a mis président du club, ça a été une catastrophe. Vous voulez la liste des mecs qui étaient hommes d'affaires, qui connaissent pas Jean-Michel Aulas, il connaît pas un mot de ballon. Bien sûr. Alors, il a la légitimité du chef d'entreprise. Parce qu'il faut également être chef d'entreprise. On n'est pas obligé de connaître le foot. Donc, si tu fais un grand mix des présidents qui connaissaient pas un mot de football, qui sont devenus des bons présidents, des présidents qui étaient des grands fans de foot, qui sont devenus des présidents merdiques, des gars qui étaient journalistes, qui se sont lancés dans la carrière et qui ont réussi, des gars qui étaient journalistes et qui se sont plantés. Je veux dire, t'as tellement de tout Bien sûr. que bon, tu peux pas dire, tu peux pas dire à quelqu'un il est forcément hors jeu dès le départ. Qu'est-ce que t'en rapporté, toi, tu penses, de plus? Déjà la connaissance de l'histoire. Moi, j'aurais appliqué une méthode simple qui est celle d'abord, à la base, c'est celle des Anglais, c'est-à-dire de marier l'histoire et le présent. Ok. C'est-à-dire de ne pas sombrer uniquement rester dans l'histoire, les vieilles photos, le machin et tout, mais de sans arrêt faire le pont entre les deux. Ça aurait été ma base. Après, quelques principes, j'ai pas mal écrit là-dessus. Mais déjà ça c'est ce qui se fait à la Juve, tu ne retiens jamais un joueur. Si un joueur veut partir ou manifeste une envie de partir avec l'agent et tout, que ce soit qu'ils te le disent uniquement pour faire monter les enchères d'une augmentation de salaire, ça peut faire l'office d'un premier rendez-vous, mais pas d'un deuxième. Ouais. Si tu veux vraiment partir, il n'y a aucun problème. Donc toi, Mbappé serait parti plus longtemps, toi? Bien sûr. Ouais. À partir du moment où il y a eu l'offre de 180 millions et que il vient dans mon bureau avec son entourage, il dit « T'as envie de partir ?» Oui. On attend l'offre quand même, il faut qu'il y ait une offre. Il y a une offre, en l'occurrence, elle existait à l'époque. Ok, pas de problème. Au revoir, on va faire une belle fête pour ton départ. On t'offre des souvenirs, machin. Tu t'en vas. J'appelle mon directeur sportif. Vous vous mettez sur le coup. On a tant d'argent. Vous me trouvez 1 joueur, 2 joueurs, tout ce que vous voulez pour le remplacer. C'est la fameuse image de Zidane qui quitte la Juve et avec l'argent. Où en plus, il n'était pas stratosphérique. Hein, c'était un très bon joueur, mais c'est plus tard qu'il est devenu. C'est pas celui du Real encore. Et la Juve, ils ont fait Buffon, Thuram et Nedved. Ok. Bon, voilà. Voilà. Ouais. Pour moi, ça doit être ça la réflexion. Mais jamais je vais monter au rideau ou retenir de force, engager un bras de fer. Ça doit pas. Ça doit pas exister. Et le management à l'affect, comme le font les Qataris, c'est une catastrophe. Ça donne ce que ça a donné avec Mbappé. Ça donne maintenant de dire à l'entraîneur bon tu vas me le carrer parce qu'il a annoncé qu'il partait. Donc maintenant on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça.
tout ça. Après, tout le côté business est hyper important. Évidemment qu'il faut là-dessus, ils ont été super forts. Ouais. Vraiment, moi, là-dessus, le développement des boutiques, des maillots, c'est un business qui a marché du tonnerre. Et une tonne de décisions, de prendre des stars sur la fin. Là, on a enquillé toutes les stars sur la fin, les Dani Alves, Buffon, Beckham. Beckham, au moment où c'est fait, honnêtement, ça peut se comprendre. Ouais. Si après, tu n'as pas une obligation à le faire jouer et qu'il va t'handicaper parce qu'il est plus haut niveau, ça a été un super coup. Ouais. Mais Marketing. Bien sûr. Mais au moment où tu fais venir Dani Alves parce que il faut parler aux Brésiliens, c'est ta nounou dans le vestiaire. Et Buffon parce que ça va donner confiance à l'autre gardien, ça va le préparer. Tous ces prétextes à la con pour avoir fait venir une tonne de mecs sur le retour là, et Sergio Ramos. Puis après on atteint le sommet avec Messi, bien sûr. Messi en termes de business, ça a été stratosphérique aussi. Mais à partir du moment où tu as derrière l'obligation de le faire jouer tout le temps. Bon, bah, t'es forcément limité, surtout si tu mets d'autres stars à ses côtés en termes de statut, tu vas exploser. Donc voilà, c'est peser, sous-peser ce que doit être ton effectif, bien réfléchir à ça et trouver le bon milieu entre toute la partie business et la partie sportive. Toi, t'aurais pas mis d'affect du coup là-dessus? C'est pas compliqué dans ce milieu qui est que sur de l'affect quasiment justement. Je crois qu'il faut le répartir entre les différentes personnes qui travaillent dans le club. D'accord. C'est que le président ait de temps en temps un rapport comme ça avec un ou deux joueurs. Enfin, déjà, c'est pas tout à fait normal, mais tu peux comprendre. Parce que il faut aussi que le joueur se sente aimé pour qu'il soit aimé par le public et parce que le foot, la difficulté, elle est là. C'est toute la partie passion, affect. Mais à l'intérieur du club, tu dois également avoir des gens qui ont Et pas forcément des gens du foot du coup. Ça peut être bien même. Exactement. Ouais. Des gens qui visent l'intérêt du club et qui fassent attention justement à ce qu'on ne déborde pas trop là-dedans, quoi. Des gens un peu dépassionnés. Ça m'amène à une autre question d'une certaine Audrey. Oui, bonjour Daniel, contente que tu sois là. J'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu penses qu'ils vont garder Pierre Sage l'année prochaine en tant qu'entraîneur à l'OL? Merci à toi. Parce qu'il est du cru justement que c'est pas un nom ronflant si on lit bien entre les lignes. Je sais pas s'ils ont entamé cette réflexion. Alors toi, directeur sportif, tu ferais quoi? Alors, je peux pas prendre la décision comme ça parce que j'ai pas parlé avec lui. Et si tu me demandes d'être directeur sportif, il faut parler avec lui, il faut voir où il va, s'il sait où il va, comment il y va, quels sont les moyens que je peux mettre à sa disposition. Je le connais pas encore assez. Je pense que Thibaut Leplat dirait oui parce qu'il le connaît et il estime que c'est une personne intelligente. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion, je dois le faire, de parler avec lui, d'avoir un avis plus affirmé sur lui. Après, il faut voir également quel autre type d'entraîneur est disponible, quelle ambition je veux avoir pour mon club. Textor, il a déjà dépensé beaucoup d'argent au mois de janvier. Je ne sais pas s'il en a encore à dépenser. Et puis, il faut également parler aux joueurs cadres du vestiaire pour savoir s'ils veulent continuer à bosser avec lui et s'ils estiment qu'il est bon. Donc, je pense que les relais que j'ai dans le vestiaire, que ce soit Lacazette, Tolisso, qui ont eu l'expérience, non pas que je vais continuer à m'appuyer sur eux pour l'année prochaine, mais vu l'expérience qu'ils ont, ils savent comment on vit un vestiaire et comment un entraîneur travaille. Ne serait-ce que d'avoir leur avis, retour et tout, c'est important. Donc, ta méthode, ça serait pas trop d'affect, mais du dialogue quand même. Énormément. Ok. Énormément. Surtout ça. Quand tu vois, pas avec 1000 personnes, parce que sinon c'est le dernier qui parle qui a raison et ça fait comme Nasser, ça. Parce que lui, c'est toujours le dernier qui apparaît qui a raison. C'est compliqué. Mais on voit le choix de l'entraîneur comme ça. Autre chose, je ne me mettrai pas dans les mains d'un directeur sportif et de tout son entourage pour être enfermé dans un catalogue. D'accord. Okay. Parce qu'il y a trop de présidents qui s'enferment dans ce que j'appelle les catalogues, c'est-à-dire qu'ils ne traitent qu'avec un certain nombre de personnes ou avec certains agents. Je pense qu'il faut être un petit peu plus ouvert. Un peu plus ouvert que ça. Daniel, il y a 1000 questions encore que je voudrais te poser, mais on arrive bientôt à la fin. Il y a quand même un sujet sur lequel je voulais t'entendre, c'est les Jeux Olympiques qui arrivent. Tu es un passionné de sport, multisport. Les Jeux Olympiques, pour le moment, je crois qu'on en parle, c'est en des termes négatifs. Comment tu les sens ces JO? Parce que là, encore une fois, c'est ce que je disais, on en parle avec les Français, ils font tout le temps la gueule, ils sont tout le temps en train de dire... Pour toi, ça va être une fête? Je sais pas, je peux pas parier sur le fait que ça va être une fête, mais il y a pas de raison que ça foire. T'as hâte d'y être, toi, aux JO?
Dans Paris, ça va être compliqué quand tu travailles pas dessus. Ouais. Ça risque d'être le bordel quand même. Mais oui, j'ai envie de voir ça. J'ai l'impression qu'on parle que des. Non, mais moi, je veux surtout que la France donne une belle image. Ok. Sur les terrains et à côté. D'accord. Qu'on ne se dise pas, la France, c'est un pays qui est devenu pourri dans le monde, parce que les JO, ça donne également une image sur l'accueil, comment ça s'est déroulé. J'aimerais bien que ça, je souhaite que ça se passe très bien, qu'on réussisse ce truc-là, que la cérémonie d'ouverture soit magnifique autant qu'elle a l'air sur la maquette, parce que honnêtement, c'est un projet qui est extraordinaire. Alors certes, tout le monde flippe, mais le projet, il est fou, et qu'après les épreuves soient belles. Il y a des Olympiades qui restent dans les mémoires. Après, des fois, ça tient tellement. Il suffit qu'il pleuve pendant 15 jours. Ouais. Ouais. Et c'est comme les Roland-Garros. Hein. S'il pleut pendant une semaine, on dit que c'est un mauvais Roland-Garros. Fois, ça tient à des choses aussi connes que la météo. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais il fait beau, la cérémonie d'ouverture, elle est belle. Il y a 1 ou 2 champions qui sont révélés, et ça fait des Jeux Olympiques réussis. Il faut pas non plus 1000 choses pour que ce soit réussi. Parce qu'après, chacun voit un peu midi à sa porte. Les Italiens seront contents s'ils ont plus de médailles que la dernière fois. Les Américains, s'ils ont 3-4 champions qui brillent et s'ils gagnent beaucoup de médailles. C'est un peu comme ça souvent qu'on dit qu'une Olympiade est réussie. Et l'accueil, c'est souvent à travers la cérémonie d'ouverture. Okay. C'était beau, il a fait beau. On a vu des beaux Jeux Olympiques. Il n'y a pas eu d'incident, évidemment, parce que là, alors je parle pas de catastrophe, mais si tu devais avoir une catastrophe, pitié non, pas un attentat, pas ceci, pas ça. Évidemment que c'est horrible s'il se passe un truc pareil. Mais j'ai pas de raison que ça se passe pas bien, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi il y a autant de gens qui sont en panique là-dessus, quoi. D'accord, c'est pas. Donc toi, tu restes focus sur la performance sportive. Les jeux, c'est que ça. L'accueil, si t'as pas les transports qui fonctionnent comme il faut. On a vu des déchetteries là. Si les gens mettent 1000 ans à accéder d'un stade à un autre, ça, évidemment que tout ça, c'est terrible. Et, putain, mais si ça, on n'arrive pas en France à organiser ça, alors là, c'est une catastrophe. Toi, t'es confiant? Au regard de ce qu'on a pu voir sur la finale de la Ligue des Champions, tout un tas de choses comme ça. Et tu vois, sur notre capacité à accueillir dans des bonnes conditions. On va dire que la Ligue des Champions a été une telle catastrophe avec en plus un énorme mensonge que j'espère que ça va servir de leçon. Ouais. Si ça sert de leçon, j'ai envie d'être confiant. Parce qu'on sait faire, normalement, on sait faire des beaux jeux en France. Après, il est évident que le climat social en France et l'insécurité qui règne dans le pays fait que pour que ça se passe bien... les services de police, il va falloir leur filer des primes, parce qu'ils vont bosser. Il faut bosser. Parce qu'ils vont vraiment bosser, parce qu'il y a beaucoup de poussière à mettre sous le tapis. C'est sûr. Daniel, j'ai 2 dernières petites questions. Tu parlais de la médiatisation des sports. Il y a un sport qui n'est pas encore olympique, mais qui pourrait le devenir peut-être à terme, c'est le MMA, qui est en train d'exploser et qui est reçu maintenant dans les médias mainstream. Donc RMC. Nous, on en fait une tonne. C'est ça. Et c'est quoi ton regard sur ce sport? Ouais, je sais pas, j'ai pas encore réellement accroché. D'accord. J'accroche, je regarde parce que tout le monde m'en parle. Ouais. Et puis pareil, mon fils, il est tellement taqué là-dessus, tous les gamins sont à fond là-dessus. Donc il me dit un tel il est fort, un tel il est fort, un tel il est fort. Bon alors attends, après il m'a tellement vendu le truc de Doumbé que il m'a fait payer le truc d'Azone t'as payé ça à 15 balles, machin. Je dis putain, tu soulèves ton combat là quand même. Il dit mais c'est pas grave, après on se désabonne tout de suite, c'est comme si tu me donnais 15 balles. Ok, très bien, parce que je pensais qu'on l'avait cette chaîne. Donc on l'avait pas. Donc d'abord il a essayé un streaming, il m'a fait prendre un abonnement à Telegram. J'ai l'impression que j'étais hors la loi. Donc je lui ai dit vas-y, tire-moi ça tout de suite. Je sais pas ce que c'est ce truc, dégage-moi ça. Il me dit si tu veux pas ça, il faut payer 15 balles. Vas-y, prends les 15 balles. Prends les 15 balles. Et puis là on se met comme ça là, hein. Il se dit il se passe quoi là? L'autre il a une écharpe et on arrête là. Il a bobo au pied. Comme toi quand t'étais petit, papa j'ai bobo au pied, je peux pas continuer. C'est le truc dont tu me parles depuis 2 semaines que t'attends avec tes potes, machin, que c'est mieux que la Ligue des Champions, ça s'arrête parce que l'autre il a bobo au pied. Ouais, c'est ça. Forcément c'est un peu tombé là. Ton regard de néophyte du coup là-dessus, ce qui est hallucinant, c'est que là les non mais là c'est un truc de jeune. Je suis pas tellement, je sais pas, pour moi dans la foulée, je crois que c'était le lendemain, il y avait Joshua contre Ngannou. Pour moi la boxe ça reste ça, mais après on va me dire t'es vieux jeu, t'es un vieux con et tout, mais je suis encore très boxe anglaise quoi. J'adore la boxe, j'attends les prochains combats puisque Joshua a gagné maintenant. On va voir ce que Fury dit que ça va donner.
J'avoue que c'est ces combats-là que j'attends, quoi. C'est plutôt ça que Le truc de MMA, je comprends pas trop parce que ça a l'air bien et puis après quand tu tombes, à chaque fois je tombe sur des combats où ils finissent par se rouler par terre, faire des galipettes. Donc mon fils il me dit mais non mais c'est pas tout le temps comme ça, machin. Ouais mais là reconnais que c'est un peu relou, quoi. Tu vois, le mec il est par terre. Une fois je suis allé, j'étais invité, on a vu 5 combats. Putain les 5 c'était ça. Alors après on m'a dit ouais mais c'est pas tout le temps comme ça, t'as pas eu de bol. Ah, bah ok, j'ai pas eu de bol, mais là ils se roulent par terre les mecs. C'est alors très très technique après, ce qui se passe au sol. Je sais. Ah oui, je sais que c'est peut-être très technique ce qui se passe au sol. Toujours est-il que mon impression c'est que je me faisais chier. Donc ça veut dire que j'y connais rien. Mais j'ai pas demandé à y connaître. D'accord. Mais je trouve que comme ça c'est pas très sexy. En fait, ce que je trouve dingue c'est que ce qui donne l'impression d'être hyper sexy, c'est l'avant. C'est les déclarations, l'emballage, les lumières, le machin. Et d'ailleurs, il était emballé que par ça, mon fils. Je comprends. J'ai dit, mais t'as pas l'impression qu'on te prend pour un con, là, avec ça? L'autre, après, il a beau pied. Et toi, ce que tu retiens, c'est, il a fait cette déclat. Bah, qui t'es mort? Bah, qui? Il est peut-être très sympa, mais je le connais pas. Il a l'air, en plus, super sympa comme gars. Mais je dis, mais t'as pas l'impression que c'est tout l'emballage? Et puis le reste, il s'est rien passé, quoi. Et qu'est-ce qu'il te répond, ton fils? Ça, c'est intéressant. Après la performance et l'écharde, donc franchement. Ouais, l'arbitre, il s'est planté, il aurait pas dû. Il était pro-doumbé. Machin, et puis après, on arrête parce que je vais pas le faire chier tout le temps. Bah évidemment, tous les mots, c'était pro-doumbé. Donc, oui, après, il avait un peu honte. Il dit, ouais, bon. J'ai dit, une écharde, c'est comme toi, là, la dernière fois, là, quand on l'a enlevé avec la pince à épiler et tout. J'ai dit, mais même, enfin, toi, t'as pleuré, mais lui, il est costaud, quand même. Ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille. Bah, ça m'intéressait vraiment d'avoir ton avis là-dessus. Daniel, on arrive à la fin de cet entretien. Une toute dernière question, qui est pas vraiment une question. Il y a des futurs Daniel Riolo qui sont en train de regarder cette émission. Est-ce que tu aurais un message à leur adresser, un conseil, un message d'inspiration pour des gens qui seraient en début de parcours comme ça? C'est vrai que j'ai du mal avec mon fils sur les messages d'inspiration. Je sais pas. Bon, il y a un truc que je lui dis tout le temps, mais comme j'ai l'impression que plus personne le fait, je me dis qu'aujourd'hui on pourra faire carrière sans ça, quoi. C'est de lire, mais comme ils veulent plus le faire. Ok. Comme ils veulent plus emmagasiner. Ils veulent réagir, mais ils mettent pas d'essence dans le moteur. Ils sont beaucoup dans l'immédiat, dans l'instant. Ça veut pas dire qu'ils sont cons, parce que parfois il y a des réflexions qui sont intéressantes dans l'air du temps. Il y a des choses à piocher, mais pour bien comparer les choses et prendre la mesure des choses, il faut vraiment connaître. Il faut connaître le maximum de choses. Il faut vraiment emmagasiner, lire, parler, s'entretenir avec les gens, prendre beaucoup d'informations avant de pouvoir parler. D'accord. Et ça, je trouve que beaucoup le font pas beaucoup, quoi. Quand je lui dis, moi, tu lis jamais, ne serait-ce que le journal, tu regardes pas, il faut regarder des docs, il faut regarder 1000 trucs. Et sur les docs, avoir un regard critique, tu regardes un doc, par qui il a été commandé. Est-ce que c'est un doc de promo? Est-ce que c'est un doc fait par un journaliste qui n'était pas soit payé par la famille, ça. Il y a plein de trucs à regarder. Il faut tout analyser et tu vas t'enrichir, tu vas regarder beaucoup de choses et tout. Et il y a une flemme aujourd'hui parce que quand tu passes des journées à regarder sur ton téléphone des vidéos de mecs qui passent où toute la nuit ils sont devant un écran et puis ils commandent ce qui se passe. Là récemment, il regardait un mec, je lui dis le mec il fait des lives de 23h à 6h du mat. Quoi? Je sais peut-être le mec il est fort, quoi. Déjà ne serait-ce que pour être en live. Ouais, en plus il est génial. Il est génial. Pourquoi? Il avait un petit peu de mal à m'expliquer pourquoi il était génial. Donc bon, je me raccroche beaucoup à l'actualité, à ce qui se fait par rapport à lui, quoi. En fait, c'est devenu mon assistant, mon fils. D'accord, mais c'est trop bien, mais c'est génial, c'est génial. Mon assistant, mais ça te connecte au présent. Ouais, j'essaye de faire attention à ça, mais il y a vraiment ce truc de pas emmagasiner assez qui me gêne quand même beaucoup, quoi. D'accord. Mais tu vois, c'est un super conseil, un super mot de la fin. Ce que tu nous dis, c'est que comme un athlète de haut niveau, finalement, tu peux pas te présenter en compétition si t'as pas préparé. Ouais, je pense. Ça suffira pas. Ouais. Écoute, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. C'était un super mot de la fin. Daniel, merci beaucoup. C'était vraiment un régal et un bonheur de te recevoir ici. Quelques remerciements. Évidemment, nos partenaires Sub de Pub, vous les connaissez, hein, l'école des talents créatifs de demain. Oco, donc nos gourdes filtrantes qui purifient et rendent potable toutes les eaux. Et je te jure que c'est vrai, Daniel. C'est un partenaire. C'est un partenaire. C'est vrai que cette gourde me fascine, partenaire. Je la veux vraiment. Tu repartiras avec. À l'image et au son, c'était Hugo. Au maquillage, on remercie Audrey. Merci beaucoup. Merci à Océane également pour les questions de nos internautes. Vous en avez désormais l'habitude. On vous invite à commenter, liker, partager cette vidéo, à vous abonner
à tous nos réseaux sociaux, aux nôtres et à ceux de notre invité. On vous dit à très bientôt. Et Daniel, encore merci. Merci de l'invitation. À bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Ciao.